Ce premier jour, nous sommes restés dehors, jusqu'à la prière qui suit le coucher du soleil. Le calme est tombé sur le village, avec la nuit, et lorsque nous sommes rentrés dans la salle commune, un énorme plat fumant attend, sans doute apporté par les femmes. Je partage, avec mes compagnons, le pain que j'ai jeté dans la soupière installée au milieu du cercle que nous formons. Chacun mange en tentant de saisir sans se brûler les morceaux, ramollis par la soupe de brebis. Pas une miette ne tombe sur le sol, et une fois de plus, les hommes rient de ma maladresse à manger de cette manière. Ce repas chaud fait du bien, et peu à peu je sens que je me rapproche de ceux qui m'entourent. Mais la journée ayant été épuisante pour tous, l'homme bleu, qui a très peu parlé pendant le repas, décide que nous devons aller dormir. Après m'avoir salué, il se lève et disparaît. Les autres discutent, 1 heure encore, et progressivement la salle se vide. Seuls demeurent ceux qui n'ont pas de maison, pas de femme, ou ceux qui, simplement, veulent dormir en compagnie du nouveau venu. On déplie les couvertures et les édredons qui sont empilés dans l'angle de la pièce, et chacun trouve sa place sur le sol. Je me glisse sous la couche de laine sans me déshabiller, car les nuits sont froides en cette saison. Et après avoir dissimulé le colt sous le coussin qui me sert d'oreiller, je m'endors dans le vague regret de ne pas avoir revu Blanche. Le matin suivant, alors que le jour n'était pas encore levé, une main secoua mon épaule et je me préparais pour la prière de l'aube, puis je me recouchai un moment avant de prendre le thé avec les autres hommes. La vie avait un rythme particulier, une mesure que j'avais toujours espérée. Je vivais sans aucun doute au pays des êtres humains. Qu'importe après tout ce qu'ils faisaient, s'ils survivaient grâce à des moyens plus ou moins licites. Seule comptait cette foi et cette obéissance à Dieu, avec laquelle ils composaient, certes, mais qui les guidait dans leur avance. J'étais loin des foules de Kaboul, de tout ce désordre occidentalisé et parfois malsain des échoppes pour touristes et des restaurants couleur locale. Ici était la vraie vie. Dans la matinée, je parcourus le petit village, fiché au flanc de la montagne qui le dominait, comme une excroissance. Dans le bas coulait une rivière bavarde, semblable en tout point à celle que j'avais connue enfant dans les Alpes. Seul le discours de l'eau était différent. Le murmure des cailloux racontait ici le passage de gigantesques transhumances qui traversaient le pays chaque saison. De la grande guerre contre les ours et les loups, qui venaient encore rôder près des troupeaux quand le temps d'hiver était venu. La légendaire épopée des guerriers nomades qui s'affrontaient sur les plaines et les plateaux pour de fabuleux butins, ou bien pour une dette d'honneur. Plus loin, sur le cours de la rivière, j'aperçus des femmes qui lavaient le linge dans l'eau glacée. Autour d'elles, des enfants captifs d'un rêve, comme tous les enfants de la terre. Plus haut, presque aux portes du village, d'énormes chiens étaient liés à des pieux solides. Quelques-uns parcouraient les ruelles et les champs, en flairant la piste des bêtes sauvages. Mais la nuit, on les lâchait tous ensemble, afin qu'ils forment une meute efficace contre les ours qui descendaient encore des hautes montagnes. Parvenu au cœur même du village, je montai sur le toit plat d'une maison, et je vis, dans la plaine, de l'autre côté de la rivière, des hommes qui travaillaient la terre et préparaient les champs pour l'hiver. À mon retour dans la maison commune, je trouvai l'homme bleu qui m'attendait. Assis l'un en face de l'autre, nous avons étudié nos visages un instant avant de sourire. Je me suis désigné et j'ai articulé mon nom.
l'homme également. Il s'appelait Hamayoun. Il m'a fait comprendre qu'il était heureux d'accueillir un musulman de l'autre bout de la terre et que l'hospitalité m'était assurée, ainsi qu'à ma compagne que je verrais tout à l'heure. Puis il m'a demandé de le suivre dans le village. Nous avons rendu visite à tous les anciens du lieu qui m'ont salué. Comme nous redescendions vers la place principale, nous avons rencontré Blanche, qui marchait en compagnie d'une jeune fille. Toutes deux riaient aux éclats en faisant de grands gestes. Blanche portait les mêmes vêtements que la veille, mais sa tête était couverte d'un magnifique voile de coton qui, sous le soleil d'hiver, se mariait avec ses cheveux blonds. Elle paraissait tout à fait détendue, comme si elle s'était trouvée là depuis le commencement de sa vie. Je fus rassuré de la voir rire. Hamayoun m'a touché l'épaule et il s'est éloigné pour nous laisser seuls. Comme elle s'approchait de moi, Blanche redevint sérieuse. « Comment avez-vous passé la nuit, princesse ?»« Très bien, je vous remercie, beau prince. » Puis elle ajouta, « Je ne sais pas trop ce qui arrive, mais je crois que tu avais raison, avec toutes tes belles histoires sur le désert, les montagnes, et ces gens que je n'imaginais pas vraiment. Je suis bien, et ce n'est pas seulement parce que j'ai eu peur hier, et que je sens maintenant s'en aller le danger. C'est autre chose. Je te l'ai dit, je n'ai jamais cherché à te convaincre de quoi que ce soit. Ce sont les gens, les choses hors de nous, qui nous ont amenés là. Le chef du village m'a fait comprendre que nous pouvions rester aussi longtemps que nous le désirions. « Tu aimerais rester, n'est-ce pas ?» dit Blanche. « Tu ne dis rien, mais je sais que tu veux rester. Moi, je suis bien avec ces gens. Mais je n'ai pas de projet pour l'avenir. Toi, tu en as. »« Ce n'est pas tout à fait vrai, » répondis-je. « Cependant, ici, personne ne viendra jamais nous chercher. » « Et tu penses que c'est cela la liberté ? Vivre caché ? » ?»« Blanche, je ne te comprends pas. Tu te dis heureuse ici, mais lorsque je te propose de rester, tu n'es pas satisfaite. » Elle redressa la tête et regarda par-dessus mon épaule, loin sur l'horizon, avant de répondre doucement. « Tu sais bien, prince, que nous ne sommes pas de la race des sédentaires. Aujourd'hui, nous sommes heureux ici, mais un matin, le mal nous reprendra et il nous faudra repartir plus loin. C'est pourquoi je veux maintenant profiter de la vie. »« C'est bien, Blanche. Ne dis plus rien. » Et je l'ai serrée doucement dans mes bras. J'ai embrassé ses lèvres et je l'ai trouvée brûlante. Hamayoun remontait la ruelle en prenant bien garde de faire du bruit pour signaler sa présence. Nous nous sommes séparés, Blanche et moi, dans un sourire. Nous sommes restés au village jusqu'à la fête de la pleine lune. Puis nous avons décidé de redescendre à Mazar. La veille de notre départ, Hamayoun m'a demandé de le rejoindre sur la place pour boire le thé dans la maison commune. Une fois installé sur le tapis dans le soleil, l'Afghan a parlé. Je ne pouvais pas tout comprendre, et je m'attachais moins au sens des mots qu'à l'intonation et au mouvement vivant qui se cachait derrière ces phrases. L'homme bleu ne faisait d'ailleurs aucun effort pour modifier sa parole. Lui aussi était en confiance. Lui aussi savait qu'il est des intermondes où les humains communiquent, au-delà des gestes et des sons. Hamayoun me dit qu'il était heureux de m'avoir rencontré et que je pouvais considérer ce village comme le mien. Les hommes du conseil avaient été sensibles à ma façon d'être et à celle de ma compagne,
car les anciens avaient aussi demandé l'avis des femmes. Plus tôt dans la journée, j'étais parti très loin avec les enfants pour chercher les buissons qui servaient de bois de chauffage, et je n'avais jamais rechigné à accomplir une tâche. Blanche, de son côté, s'était fait des amis parmi les jeunes filles et les femmes. Un instant, j'ai pensé que la vie aurait pu être si douce, si immédiate. Mais confusément, je savais que ce bonheur n'était ni pour moi, ni pour Blanche. J'ai tenté d'expliquer au chef comment les dealers me tenaient après m'avoir dérobé mon passeport et pourquoi je n'avais d'autre solution que de les retrouver. Ils avaient sans doute échappé aux hommes d'Amayoun, mais ils ne devaient pas être loin car sur la très étroite route des Indes, tout le monde finit par se retrouver. Pour cette raison, il nous fallait redescendre à Mazar. L'Afghan ne paraissait pas comprendre l'importance de ce morceau de papier. Lui qui vivait en être libre et non recensé, hors des listes et des registres, dans l'une des plus anciennes provinces du monde. Mais il s'est plié à ma volonté lorsque j'ai renouvelé mon intention de partir le lendemain. Amayoun m'a assuré qu'il me donnerait une escorte pour retrouver la route de Mazar-i-Sharif. Il gardait la Mercedes qu'il pourrait revendre à un bon prix à un homme de Kaboul qui maquillait les voitures volées en taxi. De plus, si les dealers étaient toujours dans la région, il le saurait facilement et ce renseignement pourrait m'être utile. J'ai remercié l'homme bleu lorsqu'il m'a demandé de ne jamais révéler ce que je verrais lors de la fête de la pleine lune. Je l'ai juré.